2-3 ans, la prestigieuse revue The Lancet a publié une étude statistique sur l'espérance de vie au Chili. Et donc, concrètement, à Santiago, il y avait jusqu'à 18 ans de différence d'espérance de vie entre une femme née dans un quartier les plus riches de Santiago et une femme née la même année dans un quartier populaire de la même ville. Donc, au sein d'une même ville, presque 2 décennies d'écart en termes d'espérance de vie, c'est énorme. Et bien sûr, tout ça est lié, encore une fois, aux conditions sociales, en fait, très inégales de la population chilienne. Donc, ensuite, en ce qui concerne les éléments de contexte sociopolitique, je voulais revenir sur 2 tendances, là aussi, qui sont à peu près continentales, c'est-à-dire qu'on les observe dans presque tous les pays du continent latino-américain. Et encore une fois, bon, c'est forcément difficile de faire des généralisations, mais quand même, c'est des tendances, on va dire. Donc le premier, c'est l'existence d'un cycle de mobilisation citoyenne en Amérique latine qui est intense et qui s'est intensifié depuis les 2 dernières années, on va dire 2018-2019. Et bien sûr, qui a été forcément un petit peu freiné avec la pandémie, qui nous a coupé les ailes à tous, mais qui a amené certains observateurs à parler de printemps latino-américain comme on a pu parler de printemps arabe il y a une décennie. Donc c'était vraiment un mouvement avec après des circonstances propres dans chaque pays, on va dire, mais quand même, voilà, un mouvement de protestation globale, de mécontentement des citoyens et des citoyennes latino-américaines face aux élites, face à la manière, justement, notamment face à ces inégalités qui ne se résorbent pas ou pas assez vite. Voilà. Et la deuxième tendance continentale, c'est une tendance là qui n'est pas propre à l'Amérique latine, une tendance à la polarisation. C'est-à-dire on assiste à un renouveau des mouvements sociaux, les mouvements sociaux au pluriel, que ce soit le mouvement féministe, les mouvements étudiants, les mouvements des peuples autochtones. On voit apparaître aussi des mobilisations écologistes de plus en plus. Donc face à ces mouvements sociaux qui s'inscrivent plutôt dans la mouvance progressiste, on a aussi une montée en puissance de courants ultra-conservateurs en Amérique latine, notamment sous l'influence des églises évangéliques qui ont de plus en plus de rôle et de place dans la société latino-américaine, avec de plus en plus d'influence politique. Donc la plupart de ces églises viennent directement des courants conservateurs nord-américains, Amérique du Nord, États-Unis notamment. Et donc ça a pour conséquence l'émergence de figures politiques ultra-conservatrices avec des discours complètement décomplexés. Donc bien sûr, je pense que vous avez tous entendu parler de Jair Bolsonaro au Brésil, qui est probablement le plus connu. Moins connu, il y a eu Yanin Agnès en Bolivie, qui a occupé la présidence de la Bolivie suite au départ d'Evo Morales pendant 1 an. Et dans tous les cas, on a des discours qui sont vraiment des discours de haine, des discours qui sont ouvertement sexistes, ouvertement misogynes, ouvertement homophobes, et qui sont des discours qui s'articulent, en fait, des mouvances qui s'articulent avec les droites traditionnelles latino-américaines, donc qui étaient plutôt liées à l'Église catholique, et qui arrivent quand même à s'articuler, articuler avec elle pour l'exercice du pouvoir un agenda de valeurs donc qui tire vraiment très 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 à droite. Donc tout ça, ça donne lieu à des discours largement antiféministes, des discours qui sont vraiment même une déclaration de guerre au mouvement féministe latino-américain, avec des expressions qu'on retrouve aussi en Europe, c'est pas propre à l'Amérique latine, ce phénomène. On parle d'idéologie du genre pour décrédibiliser donc tous les apports de la théorie et essayer de réduire à une idéologie de croyance en gros. On parle aussi bien sûr de culture de la mort pour décrédibiliser tout ce qui est mouvement en faveur de l'avortement ou de reconnaissance des droits reproductifs et sexuels. Et c'est un phénomène qui est quand même très inquiétant parce que ça peut faire des ravages comme c'est le cas au Brésil actuellement, mais y compris dans les pays où ces groupes n'arrivent pas au pouvoir, ils arrivent quand même à avoir un rôle de blocage, on va dire, vis-à-vis de toute une série de droits, donc le droit à disposer de son corps, bien sûr, tout ce qui est droit sexuel et reproductif, l'accès à l'avortement, et tout ce qui a trait à la reconnaissance aussi des droits des communautés LGBTIQ+. Et on a beaucoup du coup d'espace médiatique qui est occupé par ces vociférations,
qui vont donc légitimer tout ce qui va être de l'ordre des manifestations plus ou moins assumées de résistance au changement, et notamment donc bloquer l'application de certains droits. Et là, donc, je vais m'avancer un petit peu par rapport à ma troisième partie pour donner l'exemple du Chili, puisque c'est un pays où l'avortement a été partiellement dépénalisé en 2017. Et en réalité, l'application de la loi est très gravement entravée par l'objection de conscience de très nombreux médecins et qui font qu'il y a des hôpitaux entiers, des villes entières où en fait on ne trouve pas un service d'obstétrique où on peut avorter. Donc quand on voit la géographie du Chili, les 4000 km qui séparent le nord du sud, il y a vraiment des territoires qui sont très très isolés. Et quand l'hôpital du coin ne pratique pas un avortement, c'est illusoire de penser, même si on leur dit qu'ils peuvent aller à 500 ou 600 km pour trouver un hôpital qui se chargera de faire l'intervention, c'est illusoire de penser que les gens vont pouvoir systématiquement s'y rendre. Il y a ça, bien sûr, et puis de manière plus pernicieuse, il y a aussi des mécanismes qu'on observe également en Europe, qui est par exemple une gestion en dilettante des plaintes pour harcèlement, pour viol, pour violence de genre, des enquêtes peu consciencieuses face à des crimes qui sont par exemple des crimes liés à l'orientation sexuelle des personnes et victimes, et qui sont donc autant de résistance, de mécanismes de résistance en fait, qui, malgré les changements législatifs, freinent les changements sociétaux. Voilà pour ce que je voulais vous donner comme élément de contexte. Je ne sais pas si à ce stade vous avez déjà des questions, des remarques, des choses que vous souhaitez partager. Non? Vous êtes sûr? Ça me permettrait de boire un petit coup d'eau, ça fait pas de mal. Je vais le faire quand même. Voilà, donc je suis repartie pour un tour. Du coup, je vais maintenant, si ça vous convient, rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Et je voulais commencer par une partie, donc un panorama sur le féminisme latino-américain et sur des victoires importantes ou symboliques qui ont marqué l'actualité latino-américaine de ces dernières années. Donc il me semblait que chronologiquement, la première chose à évoquer, c'était la présence des femmes au pouvoir. Ensuite, je vous parlerai de la mobilisation, de la massification de la mobilisation féministe. Et pour terminer, j'évoquerai quelques avancées législatives quand même importantes de ces dernières années. Donc en ce qui concerne l'arrivée des femmes au pouvoir, je pense que c'est quand même important de le souligner, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'image en Europe de l'Amérique latine comme un continent extrêmement machiste, extrêmement patriarcal, ce qui n'est pas faux. Mais malgré tout, si on regarde un petit peu l'actualité des 2 dernières décennies, on se rend compte qu'il y a quand même eu beaucoup plus de femmes dirigeantes politiques qu'en Europe, où à part Angela Merkel et quelques pays scandinaves, on a un peu de mal à voir émerger des femmes politiques qui accèdent aux plus hautes fonctions. Donc en Amérique latine, ce cycle s'est ouvert dans la première moitié de la décennie des années 2000, c'est-à-dire en 2006 concrètement, au Chili avec l'élection de Michelle Bachelet, en Argentine l'année suivante avec l'élection de Cristina Kirchner, puis on a eu aussi une présidente, Laura Chinchilla, au Costa Rica en 2010, et Dilma Rousseff au Brésil en 2011. Donc en plus ce sont de gros États, à part le Costa Rica, c'est quand même des États qui pèsent dans le concert international. Et puis donc cet accès des femmes à la vie politique au premier plan a un petit peu diminué. Elles ont été remplacées par des hommes au cycle électoral suivant, parfois dans la douleur, comme dans le cas de Dilma Rousseff. Mais de nouveau, on observe des femmes qui arrivent en force dans des endroits clés du pouvoir. Donc, on a eu en 2019, à l'automne 2019, à la mairie de Bogota, donc la capitale de Colombie. Donc là encore, un pays important, et puis un pays qui a quand même tout un passé de violence et qui est en train de s'extraire de décennies de guerre civile et de conflits. L'élection d'une femme qui a quand même un CV qui dépote et qui détonne dans le paysage politique traditionnel latino-américain et même européen, une femme, lesbienne, ouvertement lesbienne, écologiste,
pas du tout lié aux grandes dynasties politiques du pays et issu d'une toute petite classe moyenne élevée par une maman célibataire, un site, voilà, donc vraiment un profil pas du tout habituel pour des villes de cette ampleur-là. Et puis encore plus récemment, donc il y a eu, il y a moins de 2 semaines, il y a juste 2 semaines au Chili, une élection pour une assemblée constituante qui sera paritaire et c'est quand même une première dans l'histoire de l'humanité, une constitution qui sera rédigée par le même nombre de femmes et d'hommes. J'y reviendrai un petit peu plus longuement en 3e partie. Donc voilà, donc on voit qu'on a un continent où les femmes quand même exercent le pouvoir, ce qui est quelque chose d'important. Le deuxième élément symbolique sur lequel je voulais revenir, c'est ces images que vous avez peut-être vues sur les réseaux sociaux, si vous suivez un certain nombre de groupes féministes, c'est des images de mobilisation massive depuis déjà 4 ou 5 ans en Amérique latine, donc c'est parti de mouvements, de hashtags à peu près à la même période que MeToo, les hashtags qui étaient Vivas nos queremos, Ni una menos, et qui ont donné lieu à des mobilisations qui étaient essentiellement des cris de rage et d'impuissance face à des crimes odieux, des crimes de violence de genre, des féminicides, appelons les choses comme elles sont, et face à l'inaction des pouvoirs publics qui n'empêchaient pas que ces crimes sordides soient commis. Donc ça a été le point de départ. Et c'est en soi une grande victoire, cette mobilisation massive des femmes qui sortent derrière des slogans de plus en plus féministes, parce que ça n'allait pas de soi. Donc là encore, je vais faire un petit détour par le Chili. Moi, j'ai commencé à travailler sur le Chili il y a 12 ans, donc c'était pour mon stage de Master 2 que je suis partie au Chili. Et je voulais travailler sur les droits reproductifs et sexuels au Chili, qui étaient complètement interdits. C'était pendant la présidence de Michelle Bachelet. Et en fait, il y a 12 ans, j'ai dû changer de sujet de recherche pour mes mémoires de recherche parce que je ne trouvais pas d'interlocuteur pour mener mon enquête de terrain dans le temps qui m'était imparti. C'est-à-dire que parler d'avortement, parler de contraception, c'était totalement tabou. S'identifier comme féministe, comme militant dans un collectif féministe, c'était aussi quelque chose de pratiquement inexistant. Et donc, en fait, je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas à qui m'adresser, qui solliciter pour avancer dans mes recherches. Voilà, donc l'année où j'y étais, il y avait un tribunal constitutionnel devait rendre un jugement sur l'accès à la pilule du lendemain. Est-ce que la pilule du lendemain était inconstitutionnelle puisque la constitution chilienne garantissait le fameux droit à la vie. Et moi j'habitais juste en face du tribunal constitutionnel et j'avais été effarée parce que la manifestation faite donc, pour soutenir les droits des femmes, il y avait je dirais moins de 100 personnes et la plupart étaient toutes largement cinquantenaires. C'était pour la plupart des anciennes militantes de la période Allende, enfin de la gauche chilienne avant le coup d'État. Et j'en avais interviewé une qui était complètement effarée en disant mais enfin on n'est que des nanas ménopausées là, c'est quand même incroyable. Enfin, les premières intéressées sont pas là pour défendre leurs droits et on croit, enfin, elles étaient vraiment tristes de percevoir une indifférence globale à ces problématiques. Et voilà, donc quel changement en à peine plus d'une décennie. Moi j'en reviens toujours pas et j'ai toujours la chair de poule quand je vois les images du Chili, l'année dernière quand j'ai pu participer à la manifestation. C'est vraiment des expériences que je suis pas sûre de pouvoir avoir un jour en Europe, quoi, tellement tellement ça paraissait en plus incroyable. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur mon expérience personnelle et j'en reviens donc à la massification. Comment expliquer cette massification? Donc il y a aussi un espèce de cercle vertueux qui s'est tissé en fait, puisque on a commencé à leur donner plus de visibilité, commencer à obtenir plus de visibilité d'abord par les réseaux sociaux. Vraiment là je pense qu'il faut souligner le rôle clé des réseaux sociaux de nos jours dans la communication des mouvements sociaux, et donc ça n'a pas été l'Amérique latine n'a pas fait exception. C'est un lieu où on peut notamment confier des expériences douloureuses, être relayé, trouver une écoute, où se construit aussi des sororités virtuelles qui ensuite se transposent en actions concrètes dans les rues.
Et du coup, cette mobilisation, elle a quand même, malgré certaines résistances, là encore, pris de la place dans les médias nationaux et notamment aussi dans les médias internationaux. Donc là encore, je pense que vous avez tous vu la performance de la Stécie si vous êtes un tout petit peu sensibilisé à la question féministe, parce que c'est parti de Santiago du Chili, ça a été repris dans le monde entier par d'abord des groupes latino-américains, puis par des groupes locaux, voilà, parce que cette hymne était absolument universelle. Et du coup, ça a permis aussi cette présence accrue dans les médias, qu'on s'habitue à ce que la parole des femmes devienne plus commune sur un certain nombre de sujets, à ce qu'on s'habitue quand il y a un crime, un féminicide, qu'on n'entende plus juste les critiques sensationnalistes, mais aussi qu'on interviewe les groupes féministes locaux qui vont donner une autre lecture des faits. Et donc, ça va aussi rendre leur parole petit à petit plus légitime vis-à-vis de l'opinion publique. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça crée un cercle vertueux, c'est-à-dire que cette visibilité, elle stimule aussi la mobilisation, puisqu'on a l'impression d'être écouté, on a l'impression que ça sert à quelque chose de sortir, de manifester, de crier qu'on n'est pas content. Et puis, ça a quand même aussi une influence sur l'agenda politique. Et donc, ce qui m'amène, là encore, à vous parler donc, des acquis législatifs récents en faveur des femmes et de la communauté LGTBIQ+. J'ai oublié le B, je crois. LGTBI. Voilà, je m'excuse, je les ai notés dans le désordre en fait sur mon papier. Donc, j'ai perdu le fil du coup, mais je vais le retrouver. Voilà, donc des acquis législatifs qui sont quand même assez nombreux, qui sont vraiment importants, même s'ils sont encore insuffisants, et puis même si je vous l'ai dit, ils sont à pondérer parce qu'il y a tout un tas de résistances qui s'exercent au niveau de la société, notamment au niveau d'institutions clés comme tout ce qui est force de l'ordre, la police, la justice, qui jouent quand même un rôle clé dans la prise en charge notamment des plaintes et la judiciarisation des problématiques, et qui sont encore très souvent marquées par une culture fortement patriarcale, fortement hiérarchisée, très procédurière, donc il n'y a pas beaucoup d'égards pour tout ce qui est des problématiques comme la revictimisation qui peuvent décourager les victimes, etc. Donc voilà, donc des changements à pondérer, mais des changements qui existent quand même. Donc si on regarde sur le plan chronologique, en gros, avec des nuances dans lesquelles je ne vais pas rentrer en fonction des pays, mais on a eu une première vague de lois qui visait plutôt à pénaliser les phénomènes de violence dans le cadre des relations de couple. Donc dans un premier temps, entendu vraiment comme relation mariage, hors du mariage, point de salut. Et puis petit à petit, compte tenu au fil, j'allais dire, des faits divers sordides, il y a eu une prise de conscience des féminicides et de la gravité des féminicides et du fait que c'était pas seulement quand un mari tuait sa femme, mais que ça pouvait aussi se donner dans des situations de séparation, dans des situations de relations peu institutionnalisées, etc., etc. Donc souvent, il y a eu une deuxième vague, on va dire, qui a consisté à l'inscription du délit de féminicide dans les codes pénaux de plusieurs pays, de 7 pays de la région, si mes calculs sont exacts. Et voilà, donc ça je voulais le mentionner parce que si vous avez un petit peu suivi, et j'imagine que c'est le cas, ce qui s'est passé en France, les débats autour du fameux Grenelle des violences, etc., on a beaucoup parlé du féminicide, de sa possible inclusion ou non dans le code pénal, et finalement c'est un concept qui est resté à l'extérieur du droit français. Donc en Amérique latine, le parti pris qui a été celui de nombreux États est celui de l'inscription au code pénal et de nommer les choses comme elles sont en fait. Une troisième vague, ça a été la question des lois contre le harcèlement. Donc là, il y a encore relativement peu de pays, c'est aussi lié à l'actualité et aux mobilisations. La loi contre le harcèlement récente, il y a eu le Chili, le Pérou, et je pense que l'Argentine aussi, mais je ne l'ai pas noté, je ne sais pas pourquoi. Et puis, donc, il y a aussi eu tout un arsenal quand même politique qui se construit petit à petit pour essayer de lutter contre les discriminations fondées sur le genre et l'orientation sexuelle, avec des dispositifs pour essayer de faciliter notamment le changement de sexe auprès de l'état civil pour les personnes trans, des dispositifs aussi pour permettre l'union civile ou, dans le meilleur des cas, le mariage et l'adoption pour que ce soit ouvert aux couples gays et lesbiens.
Et là, quand même, voilà, si on regarde pour la question du mariage et de l'adoption, on a en l'espace de 10 ans, ça a commencé par l'Argentine, qui a été suivi par l'Uruguay, le Brésil, l'Équateur, le Costa Rica, le dernier, là c'était en 2020, Porto Rico, la Colombie aussi, donc ça fait quand même de plus en plus de pays qui petit à petit revoient leur législation, mais là encore ça ne veut pas dire que parce que ces lois sont adoptées, c'est facile d'assumer son homosexualité ou sa transsexualité dans les pays latino-américains. Du coup, deuxième pause, question, ou remarque, ou ce que vous voulez. Oui. Bah, je pense, ou alors crier très fort. Comment on explique que... Oui, je crois que c'est... Sinon, répéter la question, ça marche. Oui, je peux répéter la question, mais il faut que j'entende. Comment on explique que, quand il y avait le débat autour de la pilule du lendemain, comment on explique que la jeunesse, elle ne se soit pas appropriée ces questions-là? C'est une excellente question. Je pense qu'on était à peine à l'orée d'un cycle de mobilisation politique sur lequel je vais revenir là tout bientôt. Mais je pense qu'il y a eu c'est une de mes hypothèses de recherche que malheureusement j'ai pas pu vérifier comme je l'aurais voulu, puisque je suis partie au Chili, je suis arrivée au Chili le 7 mars 2020, donc j'ai pu participer à la manifestation du 8 mars, et puis 10 jours après, c'était le blocage total de tout le pays avec la pandémie, et donc j'ai passé 5 mois au Chili, mais je n'ai pas pu faire les entretiens que je voulais faire. Donc du coup, j'ai pas pu vérifier mes hypothèses comme je le souhaitais, mais une de mes hypothèses, c'est que beaucoup des féministes chiliennes, des activistes féministes actuelles, en fait, sont entrées dans le militantisme, pas directement par l'apport du féministe, en fait. C'est-à-dire que beaucoup ont adhéré à des mouvements sociaux de divers ordres, notamment le mouvement étudiant, le mouvement pour le droit à l'eau, le mouvement pour le droit à l'éducation, etc. Et que c'est seulement dans un deuxième temps, en fait, en tout cas pour la génération qui est la mienne, c'est-à-dire celle qui était des jeunes adultes, étudiantes, il y a 10 ans, il y a 12 ans, au moment de ce débat sur la pilule du lendemain, je pense qu'elles n'en étaient pas... je pense que la société en fait était encore très très fermée, donc la question du féminisme ne se posait pas vraiment. Je crois que c'était ça le truc. Donc ce débat a eu peu de place. Je pense que c'est un débat qui est resté très technique et qu'il a eu relativement peu de place dans les médias, que la place qu'il a eue a dû être monopolisée aussi par des discours extrêmement conservateurs sur la question, avec peu d'espace en fait pour le développement d'une pensée alternative. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Oui. Ok, donc ma question c'était plutôt sur les femmes indigènes. Est-ce qu'il y a eu par exemple des victoires par rapport aux femmes indigènes? Alors, globalement, des victoires, je ne sais pas si on peut vraiment parler de victoires, parce que d'une manière générale, les communautés indigènes restent quand même extrêmement stigmatisées et maltraitées en Amérique latine. Et là, je pense que même s'il y a eu quand même en Bolivie, des actions, au moins sur le plan législatif, qui ont tenté de changer les choses. Ça n'a pas forcément bénéficié à toutes les communautés du pays pour commencer. Et ensuite, il y a plein de pays comme le Chili notamment, où la question n'est pas du tout réglée, où il y a toujours un conflit qui est ultra violent avec l'État, un État qui refuse catégoriquement de négocier, de reconnaître les torts passés, notamment par rapport à l'expropriation des terres ou à l'extermination de certaines ethnies. Et voilà, donc dire qu'il y a eu vraiment des victoires pour les femmes de ces communautés-là, je pense que ça serait crier victoire trop vite pour le coup. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, et je vais en parler aussi là en prenant l'exemple du Chili, on assiste quand même de plus en plus à une convergence des luttes. C'est-à-dire que les problématiques des femmes qui ne sont pas forcément qui n'appartiennent pas forcément aux communautés indigènes vont quand même faire leur certaines revendications de ces communautés, et à l'inverse, on va avoir aussi des femmes des communautés indigènes qui vont prendre un rôle de leadership dans leur communauté. Donc ça s'est vu notamment au Brésil, ça a été vraiment très très intéressant ce qui s'est passé au Brésil après l'élection de Bolsonaro. La première grande manifestation contre Bolsonaro, elle a été organisée par des femmes et il y a eu une énorme participation.
de femmes appartenant à divers peuples autochtones du Brésil, avec voilà, certaines qui étaient vraiment à la table des leaders, quoi, et en assumant complètement leur identité d'origine. Donc voilà, et là récemment par exemple au Paraguay, qui est un pays où il y a aussi le mouvement féministe est moins massif que dans d'autres pays, mais ça bouge aussi, et c'est aussi un pays où il y a quand même une forte population d'origine autochtone. Les femmes ne criaient pas, les slogans féministes étaient dits en guarani par exemple, et pas en espagnol, donc il y a aussi là des choses qu'on n'aurait pas vues, je pense, il y a encore quelques années qui sont en train de se passer et qui sont extrêmement intéressantes. Et du coup, c'était à la base dans le cadre d'un mémoire de M2, puis c'est devenu dans le cadre d'une thèse, et puis maintenant c'est dans le cadre de mon poste d'enseignant-chercheuse en fait. Donc voilà, ça m'a suivi. Moi, j'ai pas lâché le sujet en fait. Enfin, il a évolué forcément, mais au départ j'ai travaillé du coup sur les dispositifs de lutte contre les violences de genre au Chili. Ensuite j'ai ouvert avec une comparaison sur l'Espagne, et puis maintenant je reviens plus à toutes ces questions de mouvements féministes, droits reproductifs et sexuels. Donc voilà, avec des petits zigzags. Mais voilà pour la première question. Pour la deuxième question, pardon, la première question donc portait, pour ceux qui n'ont pas entendu, sur les femmes du mouvement zapatiste au Mexique qui notamment rejettent ou ne font pas leur, en tout cas, l'appellation de féministe, et qui préfèrent opter pour une expression comme femme en lutte. Donc j'avoue que je ne suis pas du tout spécialiste du Mexique. C'est bien dommage que mes collègues, notamment Sandra Gondouin, n'aient pas pu nous joindre, parce qu'elle aurait pu être beaucoup plus pertinente que moi sur les pays d'Amérique centrale et donc le Mexique qui appartient à l'Amérique du Nord. Mais oui, je pense effectivement qu'il y a et là ça va rejoindre probablement des questions que vous allez traiter avec la conférence sur les féminismes décoloniaux, parce que c'est clair que le terme même de féministe, il a quand même été inventé en Europe, et il y a tout un questionnement autour des racines philosophiques du féminisme occidental en fait, qui est porté notamment par les femmes des peuples autochtones, et c'est vrai que les femmes zapatistes ont été pionnières en la matière. Donc c'est sûr qu'il y a ce questionnement sur comment construire, où se situer en fait quand on est femme et qu'on lutte et qu'on ne veut pas reprendre des termes, des concepts ou des clés de lecture qui ont été forgés par quand même les nations qui ont colonisé le pays, et qui sont en partie responsables de sa situation actuelle. Il y a vraiment cette problématique-là derrière l'attitude des femmes zapatistes, et du coup oui, je pense que c'est des choses qu'on peut retrouver dans les féministes autochtones, même si encore une fois c'est pas ma spécialité. Voilà, je pense que c'est le féminisme décolonial, et moi je trouve que ce qui est en train de s'inventer en Amérique latine est vraiment très très intéressant de ce point de vue-là, parce que en tout cas si je pars de l'exemple chilien, je suis en train de vous spoiler complètement la fin de ma conférence si on part de l'exemple chilien, il y a vraiment une construction. Enfin, moi, ce qui m'a marqué dans les interviews, dans les entretiens que j'ai fait avec des militantes qui ne sont pas les grandes figures qu'on voit sortir à la télé, en fait. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était de parler avec des collectifs en région, de parler avec un peu l'équivalent du groupe d'action féministe d'ici. Donc voilà, des collectifs qui sont actifs sur le plan local, qui sont éventuellement en lien avec des plus grosses coordinations au niveau national, mais qui ne sont pas les stars qui sont invitées à commenter l'actualité dans le journal télévisé. Et ce qui m'a vraiment frappée, c'est que c'est des filles qui ne sont pas forcément très imbibées de théories féministes ou de gender studies. Enfin, elles n'ont pas lu Beauvoir, elles n'ont pas lu Butler, elles n'ont pas l'intention de le faire. Donc c'est vraiment un féminisme qui est relativement intuitif, et qui du coup se construit vraiment en fait à partir des expériences personnelles. Donc c'est ça qui est pour moi vraiment très très intéressant à étudier, c'est cette particularité. Alors encore une fois, je ne peux pas généraliser, hein, bien sûr que dans les féministes
chilienne. Il y a des nanas qui ont lu toute la théorie de A à Z et qui sont spécialistes, mais elles sont pas toutes dans ce cas-là, et du coup il y a vraiment quelque chose qui se construit à partir de l'expérience, à partir du terrain, à partir notamment aussi de leurs autres militantismes, parce que quand elles rejoignent le féminisme, elles n'abandonnent pas pour autant leurs convictions politiques ou leurs convictions par rapport au droit à l'eau, etc. Donc en fait ça permet de créer un féminisme dans lequel il y a de la place pour énormément de combats, ce qui me semble être vraiment clé pour que le mouvement s'inscrive dans la durée et pour qu'il agrège en fait autour de lui et que ce soit pas un espace de division mais un espace de réunion en fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Oui, pardon. En juin 2021, donc c'est dans pas longtemps, il va y avoir les élections législatives pour la constituante au Chili, et il y a des sièges qui ont été réservés aux Indiens mapuches de Patagonie, aux Indiens aux Indiennes. Est-ce que ça c'est pas déjà une victoire en soi pour c'est par rapport à la première question qui a été posée, ça, mais c'est peut-être considéré comme une victoire, non? Oui, absolument. Clairement, c'est encore relativement insuffisant parce que les sièges sont peu nombreux. Hein. Au total, c'était 17 sièges qui étaient réservés. Et sur les 17 sièges, donc il y en a, je crois, il y en a un peu plus pour les Mapuches. Et puis ensuite, il y en a un par ethnie, en gros. Donc c'est quand même très éclaté, on va dire. Et ils sont quand même très très loin de la majorité. Donc malgré tout, ils vont pas avoir un poids déterminant sur l'écriture de la Constitution, mais il y a quand même effectivement un enjeu énorme qui est de savoir s'ils vont réussir à faire définir le Chili comme une nation plurinationale. Ce qui a été le cas en Équateur, ce qui a été le cas en Bolivie, et ce qui, théoriquement, là encore, après il faut que la pratique suive, ouvre quand même la voie à une politique plus inclusive, une meilleure reconnaissance des cultures, une meilleure protection des cultures autochtones, de la langue, etc. etc. Je ne veux pas dire de bêtises. Oui, merci. 155, voilà. Et oui, les 17 sièges sont inclus dans les 155. Voilà. Donc on est à peine plus de 1 sur 10. Mais c'est déjà un pas énorme. Oui. Et la population autochtone là-bas, elle représente à peu près combien de pourcents de la population? Alors ça, c'est une excellente question parce qu'en fait, pendant très longtemps, en fait, la question n'était pas posée dans les recensements, donc c'était très très difficile de savoir. Et puis, quand ils ont commencé à la poser, en fait, ça restait tellement stigmatisant de se dire Mapuche, ou de se dire Aymara, ou de se dire appartenant à une ethnie, que en fait les gens ne le faisaient pas, à part dans certaines régions du Chili. Donc en fait, ça reste une question qui est très difficile à estimer, parce que je pense que si on regardait les antécédents génétiques de la population chilienne, je pense qu'on trouverait du sang autochtone d'une ethnie ou d'une autre dans 90% de la population. Maintenant, parce que même les familles, même les grandes familles chiliennes qui sont descendantes des premiers colons, qui étaient des nobles et qui continuent à avoir pignon sur rue en politique, en économie, etc. Si on va regarder vraiment de très très près l'arbre généalogique, il y a toujours un grand-père qui a fauté quelque part, c'est sûr, il y a le blason, il y a tout est classe, tout est chic, mais en vrai, l'histoire d'un pays, elle est métisse, surtout dans des pays où la colonisation s'est produite suivant les modalités qui ont été celles qu'on a connues en Amérique latine, sur 500 ans d'histoire, évidemment qu'il y a eu du métissage dans toutes les familles, quoi. Les familles qui ne sont pas métissées, c'est des familles qui sont arrivées en fait récemment, quoi. Donc voilà, après, à partir de quel pourcentage d'ancêtres on se considère, on se dit Mapuche, est-ce qu'il faut... on en vient à des... Oui, alors, si tu as un arrière-grand-père Mapuche, tu peux dire que tu es Mapuche, mais par contre, s'il y en a... c'est... Donc en vrai, il n'y a pas d'estimation vraiment fiable, je veux dire, sur cette question.
Et quand même, ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on observe que de plus en plus, des gens qui ont parfois un lien très éloigné au niveau généalogique avec les peuples autochtones se revendiquent, commencent à se déclarer dans les derniers recensements comme Mapuche. Donc par exemple, je crois qu'à Santiago, la population qui se dit Mapuche a explosé au dernier recensement. En fait, il n'y a pas du tout une migration massive de la population du sud du Chili vers Santiago, c'est juste que il y a des gens qui, il y a 20 ans, n'auraient jamais dit qu'ils étaient Mapuche, qui là revendiquaient cette origine, et en plus, voilà, avec une dimension quand même politique derrière. C'est un choix politique au Chili quand on dit qu'on est Mapuche, on s'identifie comme tel. Voilà. Je n'ai pas de chiffres précis à donner, mais voilà ce que je peux dire sur la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Du coup, je continue et je termine. Donc voilà, en fait, je voulais prendre l'exemple du Chili dont j'ai déjà beaucoup parlé, comme illustration un petit peu de tout ce que je vous ai exposé jusqu'à maintenant, pour que ça soit un peu plus concret et pas juste donner des idées générales. Donc, comme je vous le disais, voilà, le Chili, c'est vraiment le pays qui a connu un bouleversement spectaculaire de son paysage social et politique en l'espace d'une bonne décennie, une douzaine d'années, quoi. Avec donc l'émergence d'un féminisme massif et encore et toujours de nombreuses résistances. Donc je vous disais, c'était pas gagné quand j'ai commencé à travailler sur le Chili, c'était en 2009. Et il faut savoir qu'à cette date-là, eh bien, le divorce n'était légal dans le pays que depuis 4 ans. C'est-à-dire que le Chili a légalisé le divorce en 2005. Donc, ça paraît incroyable parce que quand on parle du Chili, on a quand même l'image d'une société très européanisée, ce qu'elle est sur certains aspects. Mais voilà, quand même, il y avait... alors pourquoi ça a été comme ça ? Il y a 2 choses qui sont passées dans l'histoire du Chili et dans l'histoire d'un certain nombre de pays d'Amérique latine. Premièrement, il y a eu une période progressiste de transformation sociale dans les années 60, début des années 70, qui a été brutalement arrêtée par la dictature, et tous les acquis sociaux de cette période, des périodes précédentes, ont été annulés. C'était le cas du divorce qui était légal avant la dictature de Pinochet. C'était le cas de l'avortement aussi, qui était partiellement dépénalisé avant la dictature de Pinochet et qui a été complètement interdit pendant la dictature. Et en fait, ces lois, elles sont restées malgré la fin de la dictature, parce que Pinochet avait laissé, enfin je dis Pinochet, mais en fait c'est toute la junte militaire, hein, c'est tout un système, c'est pas juste un homme. La junte avait soigneusement pris soin avant de quitter le pouvoir, de bien laisser tout atado y bien atado, comme on dit en espagnol, donc attaché, bien attaché. Et l'idée, c'était vraiment que ce qui était considéré comme étant l'essence de la dictature survive au changement de régime, donc survive à la démocratie. Et sur toutes les questions de mœurs, ça a été le cas, parce que voilà, dans des pays où l'Église catholique avait un poids énorme, maintenant l'Église catholique a cédé un peu de terrain, mais elle a cédé beaucoup aussi aux évangélistes, comme je l'ai dit au début du discours, donc c'est pas forcément un progrès, loin s'en faut. Donc du coup, il y avait des résistances énormes, et c'était des sujets qui étaient politiquement intouchables pratiquement, ce qui explique que voilà, 2005 pour la légalisation du divorce. Je pense que vous étiez tous nés autour de... Enfin, donc ça remonte à il n'y a vraiment pas longtemps. Donc ça, c'était le premier point. Donc, au niveau des... Ah, il y a un petit jeune qui n'était pas né, non. Mais au niveau des antécédents, voilà, il y avait quand même au Chili une histoire de mobilisation féministe, hein, c'est pas apparu comme un champignon là, dans les 2 dernières années. Il y a eu un mouvement de femmes qui a même été massif, alors rien à voir avec ce qu'on connaît dans l'actualité, mais qui a émergé pendant la dictature. Donc forcément, pendant la dictature, c'était plus dur, plus coûteux de militer, il y avait plus de risques. Et donc malgré ça, il y a quand même eu vraiment un mouvement de femmes qui s'est constitué vraiment, j'insiste, pendant la dictature, finalement qui a été plus actif pendant la dictature qu'avant la dictature, parce qu'avant la dictature, les femmes, elles militaient dans des partis politiques, notamment le Parti socialiste Allende, les partis de gauche, dans les syndicats, mais elles n'étaient pas forcément non plus directement sur la lutte féministe. Donc pendant la dictature, les choses ont changé, il y a eu beaucoup d'exils, beaucoup de disparitions, beaucoup d'emprisonnements des cadres qui incarnaient la gauche chilienne, et donc l'espace s'est retrouvé vide
les femmes se sont retrouvées dans plein de situations, chefs de famille, et donc ont commencé à jouer un rôle de résistance majeur, avec vraiment une double revendication qui portait donc à la fois sur le retour de la démocratie et en même temps petit à petit une vraie politisation autour des questions propres à la condition des femmes dans le pays. Le problème, c'est qu'en fait, ce mouvement social, donc qui a vraiment été un des gros agents de résistance à la dictature, n'a très mal survécu la fin de la n'a pas survécu en fait à la fin de la dictature et a très très mal vécu la transition. C'est-à-dire que la transition, ça a été un processus de nouveau très masculinisé, les femmes ont été mises de côté. Il y a eu des divisions aussi importantes au sein de ce mouvement, parce que y avait des courants qui étaient plus ouvertement féministes que d'autres, donc tout le monde ne voulait pas la même chose, tout le monde n'était pas d'accord sur le chemin à emprunter pour parvenir à ses fins. Et donc, entre le machisme opérant et les divisions internes, le mouvement féministe féminin s'est un peu perdu, même c'est beaucoup perdu, au point qu'au début des années 2000, on avait une universitaire chilienne qui publiait un ouvrage qui a été important dans la bibliographie chilienne, qui s'appelait Un nuevo silencio feminista, qui interrogeait justement cette disparition du féminisme dans la société chilienne. Alors même s'il n'y avait plus cette capacité de mobilisation forte, ça ne veut pas dire qu'en fait il n'existait plus d'organisation féministe. C'est juste qu'elles ont travaillé différemment, elles ont produit du savoir, elles ont produit de la connaissance, elles ont produit de l'expertise à défaut de pouvoir mobiliser les masses en fait. Donc il y a quand même eu tout un travail mené par des ONG, par des associations, par des universitaires, de production de données, de savoir, qui a préparé le terrain en fait à ce qui s'est passé là dans les années récentes. Donc historiquement, ces organisations, elles ont d'abord travaillé et d'abord réussi à mobiliser autour de la question de la violence de genre, comme je vous le disais quand je suivais un peu l'ordre chronologique des acquis sociaux. Même si du coup elles ont quand même été très tributaires de l'agenda médiatique, c'est-à-dire quand il y avait un assassinat sordide, les télés étaient en boucle et donc les expertes entre guillemets qui travaillaient sur la question des violences de genre ont pu se positionner, ont pu intervenir et ont parfois obtenu des changements législatifs, mais qui étaient souvent la réponse à un problème ponctuel. Donc voilà, monsieur a tué madame, ou alors le petit copain a tué sa copine, et donc on se dit que la loi actuelle elle n'est pas suffisante, donc c'est vrai peut-être qu'il faudrait la changer pour ouvrir ou pour faire une nouvelle loi. Donc ce qui fait qu'il y a une politique qui a vraiment répondu au discours féministe, mais une politique qui a été quand même très morcelée. Et ça reste une grande demande du mouvement féministe actuel, en fait, qu'il y ait à la place des 10 lois qui pénalisent l'une le harcèlement dans la rue, l'autre le harcèlement au travail, l'autre la violence de genre dans les relations de couple ou d'anciens conjoints, l'autre la violence dans les flirts et les relations peu institutionnalisées, etc., qu'il y ait une seule, unique loi qui pénalise toutes les violences, qui problématise du coup le phénomène de la violence. Et pour l'instant, ça n'ont pas obtenu. Mais voilà, ça a été un premier pas et une première marche importante. Ensuite, comme je vous le disais, il y a eu vraiment au Chili un cycle de manifestations et de résistance politique active en fait, qui est apparu à peu près à la période où Michelle Bachelet est arrivée au pouvoir. C'est-à-dire, il y a quand même vraiment une hito, comme on dit en espagnol, enfin une date butoir un peu à cette deuxième moitié des années 2000. Et donc ça a commencé par les mouvements lycéens. Les mouvements lycéens, mouvements étudiants, mais beaucoup les lycéens. Ça s'appelait la première manifestation, c'était la Révolution de los Pingüinos, donc les pingouins, parce que comme ils portent des uniformes scolaires, ils avaient l'air de pingouins. Et donc c'était des lycéens, des jeunes qui sortaient, des très jeunes qui sortaient dans la rue pour dénoncer en fait les effets pervers de la privatisation complète de l'éducation pendant la dictature. Et pour réclamer un accès plus juste à l'éducation, une éducation gratuite et de qualité pour tout le monde, et que l'éducation cesse d'être un business en fait. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont obtenu gain de cause, mais du coup ils se sont remobilisés de manière cyclique à partir de cette date. Ils ont généralement reçu un appui citoyen, alors appui passif, mais appui quand même, où les gens considéraient que ils étaient bien mignons ces petits jeunes qui voulaient changer le monde et que dans le fond ils n'avaient pas tort, ils n'y arriveraient peut-être pas, mais que voilà, ils étaient quand même gentils, ils avaient quand même raison. Et donc comme je vous le disais, ce mouvement a vraiment constitué la porte d'entrée dans le militantisme pour
quand même toute une génération de sémillants trentenaires voilà, qui est la mienne. Et c'est vrai que là, on a vu des jeunes femmes qui ont incarné un leadership dans ces révolutions et qui sont aujourd'hui des femmes politiques de premier plan dans les partis de gauche chiliens. Voilà, il y a notamment plusieurs députés qui sont issus, qui étaient à l'origine des militantes du mouvement des Pingüinos. Donc ça a aussi été vraiment le début d'un cycle de manifestations. Et toutes ces nouvelles voix, donc ces nouvelles élus, ces jeunes femmes qui ont accédé à la rade politique et qui ont décidé de faire carrière en politique, elles ont joué un rôle quand même central pour l'inscription à l'agenda législatif de questions comme la dépénalisation de l'avortement, en fait, qui a été un autre temps fort, important de la société chilienne. Même si, là encore, l'importance de l'Église catholique, et on a quelqu'un qui pourrait nous en parler ici, l'importance de l'Église catholique au Chili freine et divise beaucoup la société autour de cette question de l'avortement. Quand même, voilà, depuis les années 2010-2015, les gens l'opinion publique a quand même changé d'avis et a reconnu que oui, c'était quand même pas normal que les femmes ne puissent avorter sous aucun prétexte au Chili, c'est-à-dire qu'on était dans un des pays qui avait une des législations les plus sévères sur l'avortement. Et donc, il était impossible d'avorter, quel que soit le motif, que ce soit une grossesse consécutive à un viol, que ce soit une grossesse non viable, que ce soit même une grossesse dangereuse pour la vie de la mère. On ne pouvait pas se rendre à l'hôpital au Chili pour que la grossesse soit interrompue. Donc, voilà, une sacrée concurrence là. Il va falloir que je parle plus fort avec celle-ci. Donc voilà, ça a été vraiment un moment important et en 2017, vraiment le débat a rempli l'espace médiatique, donc là c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Les colonnes des journaux étaient pleines de tribunes, pour, contre, mais voilà, on a vraiment entendu les deux voix. Il y a eu vraiment des mobilisations dans la rue, des pressions qui ont été faites, des hommes et des femmes politiques qui ont pris vraiment position sur la question. Et ça a permis donc une dépénalisation partielle qui était déjà une grande victoire. Donc moi, quand ce débat a été ouvert, ça faisait quelques années que j'étais pas retournée au Chili et je me disais oh là là, c'est pas possible qu'ils en soient encore juste à la dépénalisation partielle. Et puis je suis partie au Chili pile pendant ce débat, quand le tribunal constitutionnel une nouvelle fois devait se prononcer sur la question. Et là, effectivement, quand j'ai eu accès au discours tellement violemment, tellement violent des soi-disant pro-vie, même si vraiment cette expression me donne des boutons. Donc je me suis dit, je suis repartie du Chili en me disant non mais ça passera jamais en fait. Et donc quand finalement le tribunal constitutionnel a autorisé, déclaré la constitutionnalité de la loi, je me disais waouh, mais en vrai c'est une vraie grosse victoire parce qu'on partait quand même de très loin. Donc voilà, ça a été vraiment un moment clé aussi. Et puis en fait, à partir de là, les choses se sont beaucoup accélérées. C'est-à-dire qu'en 2018, il y a eu vraiment aussi un autre moment fondateur pour le féminisme chilien. Ça a été l'occupation des universités par des femmes, par des étudiantes, par des enseignantes, par des administratives en fait. Donc je crois que c'est au total, il y a 34 universités qui ont été touchées vraiment du nord au sud du pays. Et elles ont occupé pendant plusieurs semaines les universités, parfois en vraiment les bloquant complètement, pour dénoncer la culture du viol, la culture du harcèlement, pour dénoncer surtout l'impunité, parce que quand les étudiantes ou quand certaines jeunes enseignantes avec des contrats précaires dénonçaient, portaient plainte, dénonçaient les faits dont elles étaient victimes, et que la personne pointée était un célèbre directeur de recherche ou un chercheur intervenant très régulièrement dans les médias pour donner son point de vue sur la pluie et le beau temps, les instances universitaires courageusement mettaient quand même tout le tapis. Et voilà, donc il y a vraiment eu un ras-le-bol et vraiment une mobilisation intense, une mobilisation qui a été très couverte sur le plan médiatique, qui a été perçue comme très légitime. Et du coup, ça a été vraiment, j'allais dire, un peu le point de départ ou l'explosion de la massification du
féminisme au Chili. Et en plus, après, là, il y a eu vraiment un télescopage des agendas, puisque donc ça, c'était en mai 2018. Donc la première, j'allais dire, démonstration de force du mouvement féministe et de la bonne santé du mouvement féministe, c'était en mars 2019, donc à l'occasion du 8 mars. Donc là, on avait une manifestation qui était déjà historique, avec à peu près 300 000 femmes à Santiago et 800 000 à l'échelle nationale, sur un pays qui compte 18 millions d'habitants. Donc c'était déjà vraiment quelque chose d'impressionnant. Moi, les images m'avaient bluffé. J'étais en France et je piaffais d'être sur place. Voilà, ça me semblait incroyable. Et puis en fait, quand je dis qu'il y a eu le télescopage des agendas, c'est qu'en mai 2019, mars 2019, grosse manifestation féministe, et octobre 2019, soulèvement social au Chili, là encore à l'initiative des étudiants et des lycéens, et vraiment crise sociale et politique majeure depuis des décennies. Et donc tout de suite, les femmes elles étaient déjà mobilisées, elles étaient déjà en ordre de bataille, j'allais dire, donc elles ont immédiatement adhéré et rejoint le mouvement. Donc là encore, elles ont acquis beaucoup de légitimité auprès d'acteurs qui n'avaient pas forcément prêté beaucoup d'oreilles au féminisme jusqu'à cette date. Et ça a été... Vous faites tromper là, vous voulez pas venir par ici ou même derrière, sur la... on avance sur les canapés. Sinon, il y a un siège là qui peut peut-être être utilisé. Je vais voir si on peut. Il y a de la place aussi là-bas. Non, ça va? Pas sûr, parce que on voudrait que vous fassiez tomber pour moi quand vous faites. Et là, vous mettez une chaîne entre les deux côtés. J'en ai le sucre coupé avec. On a eu 2 jours de beau temps. Ça y est. Vous m'entendez malgré tout parce que c'est pas la pluie qui gagne. C'est vraiment la fin du monde. C'est la dernière conférence avant la fin du monde. J'ose pas vous dire que j'en termine bientôt parce que de toute façon, on va pas oser se lancer dans la... Je pense qu'on aura beaucoup de questions. Ouais, je rapproche du... C'est clair. Je dirais mamie. Ça va donc, comme je disais, voilà, vraiment les femmes étaient déjà prêtes, elles étaient déjà mobilisées avant même l'estallido social, le soulèvement social d'octobre 2019. Donc elles ont vraiment très rapidement adhéré au mouvement. Elles étaient parmi les premiers acteurs sociaux en fait à se mobiliser, à rejoindre le mouvement à la suite des étudiants. Et comme elles étaient déjà, elles avaient tout un réseau en fait de mobilisation locale, de petits collectifs, de petits groupes. Elles ont été très bien représentées et très actives dans tous les collectifs citoyens qui se sont montés au niveau du quartier, au niveau de la communauté, au niveau de la commune. Donc voilà, pour réfléchir ensemble aux transformations sociales qui étaient nécessaires pour que le Chili devienne un pays plus juste et plus vivable. Et donc elles ont acquis aussi à cette occasion mis en pratique leur expérience déjà du militantisme pour participer à des réunions, pour intervenir dans les réunions, pour être vraiment actrices.
Donc ça a été là encore un multiplicateur de la mobilisation féministe. Et comme je vous disais, il y a vraiment eu, elles ont vraiment fait l'heure parce que beaucoup d'entre elles avaient déjà une expérience préalable de militantisme. Elles ont tout de suite inclus dans leurs demandes, dans leur discours, des demandes d'outre collectif. Donc elles ont repris à leur compte des questionnements qui étaient portés par les communautés autochtones, elles ont repris à leur compte des questionnements qui étaient portés par des collectifs ruraux autour du droit et de l'accès à l'eau, elles ont repris à leur compte tous les questionnements autour de l'éducation pour dénoncer une éducation qui était non seulement un business, mais qui était aussi fortement patriarcale. Donc voilà, elles se sont retrouvées en fait au cœur de toutes ces revendications, au cœur de tous ces discours, et elles avaient de la place pour les accueillir toutes en fait en leur sein, encore une fois, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en train de se construire et qui se construit avec pour l'instant, et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc voilà, et du coup dans ce contexte-là de mobilisation quand même sociale démultipliée à partir d'octobre 2019, donc il y a eu une nouvelle marche des femmes organisée le 8 mars dernier, donc juste avant que le monde ne s'arrête. Et là, franchement, quand je ne suis pas sûre de revivre quelque chose comme ça dans ma vie, même si je le souhaite ardemment, on était à Santiago entre 1 et 2 millions de femmes. C'était une manifestation non mixte. Et à l'échelle du pays, entre 2 et 4 millions de personnes. Donc il y a toujours des conflits dans les manifestations entre forces de police, autorités et organisateurs pour dire combien il y avait de personnes. Donc voilà, je pense que la réalité se situe probablement entre 1 et 2 millions. Les collectifs féministes ont dit on a passé la barre des 2 millions. Les autorités ont dit 800 000 personnes et la police a dit 125 000. Même le gouvernement de droite a reconnu qu'il y avait au moins 800 000 personnes. Donc voilà, je pense qu'on était largement au-dessus du million quand même. Et encore une fois, à l'échelle du pays, entre 2 et 4 millions, je rappelle un pays qui a à peu près 18 millions d'habitants. Donc c'est quand même quelque chose de considérable. Voilà, je me dis, j'ai encore un peu la chair de poule et c'est pas que à cause de la pluie. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose d'incroyable et vraiment avec une manifestation qui était extrêmement joyeuse, extrêmement festive, extrêmement cathartique et très émouvante aussi parce que voilà, le Chili demeure un pays où l'avortement n'est pas légal officiellement, donc il y a toujours des avortements clandestins, donc il y avait des panneaux qui étaient vraiment des récits de vie en fait de femmes jeunes ou moins jeunes qui avaient dû surmonter un traumatisme soit en lien avec l'avortement, soit en lien avec des abus et voilà, vraiment avec des choses qui retournaient le ventre et qui donnaient envie. Ah ben on a cru que ça se calmer mais non. Et voilà, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi comme expérience. Et là, je ne parle pas seulement en tant que chercheuse, je parle vraiment en tant que femme, en tant que féministe. Voilà, vivre quelque chose comme ça, je souhaite à toutes que ça nous arrive en France aussi, vraiment. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, en fait, quand je vous parlais de ce féminisme qui se construit et qui s'articule en fait de manière récente, de manière, moi je trouve, très innovante. Donc il y a vraiment tout un travail qui a été fait pour articuler, encore une fois, sur la base des expériences personnelles, plus que sur la base des lectures, sur la base des expériences militantes précédentes aussi, des féministes. Tout un travail donc, pour articuler la réflexion sur les luttes et les violences subies en ne se limitant pas à la question du sexe, du genre, de l'orientation sexuelle, mais en connectant, ce qui se fait aussi d'ailleurs de plus en plus en Europe, la violence en fait, les violences subies par différents collectifs dominés, comme des violences structurelles émanant directement donc, de la relation perverse entre patriarcat et capitalisme néolibéral. Voilà, avec tout un travail aussi donc, de connexion des rapports de domination dans le Chili contemporain à l'histoire coloniale du pays et aussi à sa structure économique actuelle qui reste donc une économie basée sur l'extraction des ressources
et donc sur l'exploitation des ressources naturelles en fait, les ressources minières, le pays est très très riche en nickel notamment, mais aussi les ressources forestières, parce que le sud du Chili c'est une grande forêt, donc il y a énormément de massacres qui sont faits sur le plan écologique à plein d'endroits du territoire et à plein de degrés différents. Donc en fait, il y a vraiment eu tout ce travail de mise en commun en fait, de ces traumatismes, de ces agressions contre la terre, contre les femmes. Et avec l'analyse, le parallèle en fait, entre la terre et le corps des femmes comme des lieux de conquête, ce qui donc permet ensuite très très facilement d'insérer toutes les problématiques environnementales, d'insérer aussi toutes les communautés, toutes les revendications des communautés autochtones au sein de la théorie féministe. Donc pour moi, ça c'est vraiment très intéressant. Et là encore, je pense que la conférence que vous organisez sur les féminismes décoloniaux devrait faire le lien avec ce que je suis en train de dire. Voilà, et du coup, tout ça a permis que le mouvement féministe, cette fois-ci, ait vraiment un rôle clé au niveau politique, puisque donc, les femmes ont exercé une très forte pression pour que les négociations qui se sont menées pour trouver une sortie à cette crise sociale leur permettent de se prononcer et de s'exprimer. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'un premier référendum a été organisé pour entériner la rédaction d'une nouvelle constitution, puisqu'il faut savoir que la constitution chilienne, encore une fois, Atado y bien Atado, c'est encore la constitution qui a été adoptée pendant la dictature. Et donc on a entériné par référendum la rédaction d'une nouvelle constitution et l'élection d'une assemblée constituante chargée donc de rédiger le nouveau texte. Et comme nous le disait monsieur, c'est une assemblée constituante donc, qui a inclus pour la première fois, qui a réservé des sièges pour des représentants des communautés autochtones, et c'est, comme je vous le disais en début de conférence, une assemblée qui a aussi donc décrété qu'elle serait paritaire. Et là encore, c'était pas gagné, au départ c'est pas le cas, donc c'est vraiment la pression qui a été menée par le mouvement féministe qui a permis que ce choix de la parité soit adopté dans un deuxième temps. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on est dans une période transversale à l'Amérique latine, où il y a même à l'Europe de forts rejets des élites traditionnelles, des élites politiques notamment. Et en fait, dans ce rejet de la classe politique traditionnelle semble bénéficier aux femmes. Alors on espère que ce ne sera pas trop le cas en 2022 ici. Mais en tout cas, notamment au Chili, aux femmes qui se sont lancées en politique et qui du coup arrivent avec auréolées de leur histoire militante et pas entachées, on va dire, d'une carrière politique qui est aujourd'hui quelque chose qui est perçu avec beaucoup de suspicion au Chili. Donc ce qui fait qu'en fait, elles incarnent pour beaucoup de Chiliens et de Chiliennes une forme de renouveau. Et par conséquent, en fait, elles ont été vraiment les grandes bénéficiaires de ces élections donc de l'Assemblée constituante qui ont eu lieu, je vous dis, à peine plus de 15 jours. Là, c'était les 15 et 16 mai. Et en fait, il y a eu plus de femmes que d'hommes qui ont été élues par cette Assemblée. Donc, il y a des femmes qui ont dû céder leur siège pour respecter la parité. Donc, c'est un petit peu un pied de nez de l'histoire, c'est-à-dire qu'après s'être tant battue pour la parité pendant des semaines et avoir vraiment tenu le siège, finalement, peut-être que si les choses étaient restées comme elles l'étaient, elles auraient eu la majorité. Là, on aurait eu une constitution rédigée par une majorité de femmes et ça aurait vraiment été encore plus incroyable. Mais en même temps, peut-être que si elles n'avaient pas à ce point mobilisé l'opinion publique pour obtenir cette parité, elles n'auraient peut-être pas eu le même succès aux élections. Donc je pense qu'il n'y a rien à regretter. Et de toute façon, c'est vraiment une première historique qui dépasse largement le cas chilien et qui est vraiment quelque chose de national, quoi. Donc, pour conclure, enfin, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé, hein, je suis désolée, mais c'est un sujet qui me passionne, donc je suis un peu logoréique quand j'en parle. Voilà, donc évidemment, c'est un processus politique qui éveille de grands espoirs pour qui je le soutiens, quoi, et on peut même se prendre à rêver que cet article qui garantit le droit à la vie va disparaître et que peut-être il y aura un article qui fera référence à la place, au droit à disposer de son corps qui pourrait ouvrir la porte à
une vraie dépénalisation de l'avortement notamment. Mais d'ici là, le chemin est encore long, les défis sont nombreux. D'abord parce que certaines des femmes qui ont été élues ne sont absolument pas féministes et même appartiennent à une bonne droite bien conservatrice qui ne vont pas faire de cadeaux sur toutes ces questions liées aux mœurs et aux droits et à l'autonomie. Et puis ensuite parce que au Chili comme ailleurs, la pandémie a aggravé la précarité, et notamment la précarité chez les femmes, dans plein de domaines, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau aussi de la répartition des tâches pendant les confinements. Ça a été aussi une période où les plaintes pour violences conjugales ont diminué, mais en revanche les consultations d'urgence ont augmenté, ont explosé même pendant ces périodes de confinement. Donc on reste quand même dans une société où beaucoup de femmes sont dans des situations de telle vulnérabilité que leur demander en plus de prendre du temps pour se mobiliser pour leurs droits quand elles essayent tant bien que mal de survivre et de nourrir les gamins dont elles ont la charge, c'est pas forcément facile, et ça risque de ne pas l'être dans les années à venir parce que le Chili, en bon laboratoire des politiques néolibérales qu'il est, a très très peu de filet de sécurité, on va dire. Donc en fait, les populations ont vraiment pris très cher pour dire les choses comme elles sont. Et puis, autre défi, justement en lien direct, c'est que quand même beaucoup de ces militantes, ce qui constitue le cœur actif du militantisme féministe actuellement au Chili, sont quand même des femmes qui appartiennent aux classes moyennes ou supérieures. C'est pratiquement que des femmes qui ont accédé à l'université. Donc il y a un vrai défi en fait pour arriver à parler aux femmes des classes populaires, pour leur faire prendre conscience d'un certain nombre de violences dont elles sont victimes, pour les aider aussi à appeler, à demander de l'aide quand elles en ont besoin. Et ça, il y a tout un apprentissage à faire en fait pour savoir comment les mobiliser. Et j'ai interviewé un collectif dans une assez grosse ville du pays qui s'appelle Concepción, qui est dans le sud, à 500 km de Santiago. Et elle me disait que la première fois qu'elles avaient voulu organiser une conférence, en tout cas une charla dans un quartier très, très populaire de la ville, très pauvre de la ville, en fait il y avait une personne qui était venue parce qu'il ne suffit pas de mettre des affiches pour dire que va y avoir une conférence féministe ou de poster sur les réseaux sociaux. Pour que les gens viennent, il faut dépasser parfois les pressions familiales, il faut dépasser le rejet qu'on peut avoir en disant les féministes, elles ont bien du temps pour se prendre la tête pour pas grand chose, etc. Donc il faut trouver les moyens d'accéder à ces populations, et c'est pas simple. Et puis ensuite, et ça c'est une menace qu'elles n'ont pas du tout évoquée quand je les ai interviewées, les collectifs que j'ai interviewés, mais que l'expérience européenne me fait quand même mentionner, c'est le spectre de la division. Parce que quand se pose la question de l'entrée en politique, en fait, il y a des avis qui sont souvent très divergents. Est-ce qu'il faut porter le discours et la parole féministe au sein des partis traditionnels? Est-ce qu'il faut militer à côté? Est-ce qu'il faut rester complètement dans le mouvement social? Est-ce qu'il faut accepter de rentrer dans le jeu politique? Et toutes ces questions-là, elles vont se poser dans les mois à venir avec la rédaction de la Constitution notamment, avec les élections présidentielles à venir. Et ça pourrait être porteur de divisions qui pourraient mettre à mal du coup l'unité du mouvement et donc sa spectaculaire capacité à mobiliser. Voilà, donc face à ces défis, pour moi, l'une des grandes forces du mouvement, et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait que beaucoup de ces femmes n'arrivent pas imbibées de la théorie féministe occidentale, qu'elles ont un féminisme qui est fortement basé sur l'expérience. C'est vraiment très très marquant. Toutes les filles que j'ai interviewées, elles avaient rejoint le mouvement féministe après une expérience soit de violence, soit d'abus, soit de harcèlement. Une expérience traumatisante qu'elles avaient vécue en général ou dans le cercle familial ou amical ou professionnel ou militant. Et j'ai quand même rencontré, j'ai pourtant pas pu faire beaucoup d'entretiens, deux filles, une qui avait été victime de harcèlement sexuel au sein du Parti communiste par un jeune cadre local, et le parti tout en portant
un discours très féministe, avait gentiment demandé de se taire parce que c'était une future peut-être star locale pour remporter un siège clé. Et une autre avait été victime d'un fait similaire dans un mouvement un collectif militant pour l'accès à l'eau. Enfin voilà, puisqu'au Chili, les ressources d'eau sont aussi privatisées, donc il y a des villages entiers en fait qui ont pratiquement aucun accès à l'eau, puisque les accès à l'eau sont vendus à des gros groupes agroalimentaires qui les utilisent notamment pour arroser les plantations d'avocats qui sont extrêmement consommatrices d'eau. Donc voilà, dans ces deux cas, une expérience militante préalable, un traumatisme, une agression vécue dans le cadre de ce militantisme, et du coup l'envie de se tourner, de trouver des outils pour surmonter ce traumatisme dans un cadre féministe. Et ce qui fait qu'on a donc des femmes qui arrivent avec des convictions qui sont restées les mêmes. C'est pas parce qu'elles ont été agressées qu'elles ne croient plus au droit à l'eau ou qu'elles ne croient plus aux options politiques qu'elles défendaient. Et du coup, elles enrichissent aussi justement le féminisme, elles le construisent de manière plurielle, avec cette sororité liée à l'expérience commune du traumatisme de l'agression qu'elles partagent pour beaucoup, même si c'est pas la même agression, le traumatisme est souvent le même. Et ça permet donc de construire ensemble quelque chose, d'essayer de construire quelque chose de nouveau que je répète, je trouve extrêmement stimulant, et je pense que voilà, ça fera une transition toute trouvée avec la conférence sur le féminisme décolonial qui va probablement rentrer davantage dans ces questions. Et je vous remercie toutes et tous de votre attention. On ne pose pas de questions. Terminé, c'est ça? J'ai beaucoup parlé, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres remarques.